confondent la liaison des mots qui commencent et qui finissent par ces voyelles dont la prononciation ne peut se faire dans un hiatus. Cette difficulté ne se présente pas en latin. En cette langue, toutes les voyelles font élision l'une contre l'autre lorsqu'un mot terminé par une voyelle rencontre un mot qui commence par une voyelle. D'ailleurs, un latin éviterait facilement cette collision désagréable à l'aide de son inversion, au lieu qu'il est rare que le français puisse sortir de la difficulté par cet expédient. Il trouve rarement d'autres ressources que celle d'ôter le mot qui corrompt l'harmonie de sa phrase. Il est souvent obligé de sacrifier l'harmonie à l'énergie du sens ou l'énergie du sens à l'harmonie. Rien n'est plus difficile que de conserver au sens et à l'harmonie leurs droits lorsqu'on écrit en français, tant on trouve d'opposition entre leurs intérêts en composant dans cette langue. L'inversion latine sert encore à faire trouver sans peine la variété des sons et le mélange de ces sons le plus agréable à l'oreille. Il ne saurait y avoir une véritable harmonie dans une phrase sans la variété des sons. Les plus beaux sons déplaisent quand ils se succèdent immédiatement trop de fois. Qu'on les interrompe pas par d'autres sons, ils paraîtront faire l'ornement de la phrase. Il arrive encore à quelques sons de blesser l'oreille lorsqu'ils viennent la frapper immédiatement après certains sons qui feraient plaisir à l'oreille s'ils se présentaient après d'autres sons. Cela vient de ce que les plis que les organes qui servent à la prononciation sont obligés de prendre pour articuler certaines syllabes ne permettent pas à ces organes de se replier aisément, ainsi qu'il faudrait qu'ils se pliassent pour articuler sans peine les syllabes suivantes. L'on a remarqué depuis longtemps que toute prononciation pénible pour la bouche de celui qui parle devient pénible pour l'oreille de celui qui l'écoute. Voilà pourquoi nous sommes choqués machinalement par la prononciation d'un homme qui profère avec peine certains mots d'une langue étrangère et qui est obligé à forcer souvent ses organes pour en arracher des sons qu'ils ne sont point en habitude de former. Notre premier mouvement, que la politesse même à peine à réprimer en beaucoup de pays, est de rire de lui et le contrefaire. Il est clair par les raisons que nous avons exposées qu'il est bien plus facile aux écrivains latins de faire des alliances agréables entre les sons, de placer tous les mots d'une phrase auprès d'autres mots qui se plaisent dans leur voisinage, en un mot de parvenir à ce que Quintilien appelle une alliance de mots qui ne blessent pas l'oreille. Qu'il n'est possible aux écrivains français de le faire. Cette phrase française « le père aime son fils » ne saurait être écrite que dans l'ordre où je viens de l'écrire. Il faut y suivre cet arrangement de mots. Mais les mots qui la composent, lorsqu'elle est mise en latin, peuvent être arrangés de 4 manières différentes. En troisième lieu, les règles de la poésie latine sont plus faciles à pratiquer que les règles de la poésie française. Les règles de la poésie latine prescrivent une figure particulière à chaque espèce de vers. Cette figure est composée d'un nombre de pieds déterminé. La valeur de chaque pied est aussi réglée. Il est dit de combien de syllabes il sera composé, et la longueur ou la brièveté de ces syllabes est aussi désignée. Quand la règle laisse le choix d'une alternative, c'est-à-dire la liberté d'employer un pied à la place d'un autre dans la figure, elle prescrit en même temps ce qu'il faut faire suivant le choix auquel on se détermine. En effet, ces règles ne sont autre chose que les observations et la pratique des meilleurs poètes latins réduites en art. Les hommes ont commencé de faire des vers avant qu'il y eût des règles pour en bien faire. Ils ont travaillé d'abord sans consulter d'autres règles que l'oreille. Leurs réflexions sur les vers, dont le nombre et l'harmonie plaisaient, et sur ceux dont la cadence était désagréable, ont produit les lois de la versification. Comme la poésie fut à l'origine le résultat d'une impulsion naturelle et fut créée par le sens inné de l'oreille pour la mesure et l'observation du rythme et de la mesure, alors que l'invention des pieds est venue plus tard. En effet, la poésie est née avant les lois qui la gouvernent. La poésie, comme les autres arts, n'est donc qu'un assemblage méthodique de principes arrêtés d'un consentement général en conséquence des observations faites sur les effets de la nature. Ainsi, l'enregistrement et l'observation d'un fait naturel ont donné naissance à la technique. Tous les peuples ont bien tendu au même but dans leur poésie, mais tous n'y ont pas tendu par des routes aussi bonnes. Il est vrai que les règles de la poésie latine sont en bien plus grand nombre que les règles de la poésie française, à cause qu'elles entrent plus dans le détail de la versification que les règles de la poésie française. Mais comme ces règles se dessinent, pour ainsi dire, comme on en fait la figure, en se servant des caractères différents qui marquent la quantité des syllabes, elles sont aisées à comprendre et faciles à retenir.
Un peu de figure fait tout comprendre, dit le proverbe italien. Ne voyons-nous pas en effet que les enfants savent par cœur et qu'ils mettent même en pratique les règles de la poésie latine dès l'âge de 15 ans, bien que le latin soit pour eux une langue étrangère, qu'ils n'ont apprise que par méthode. Lorsque la langue latine était une langue vivante, ceux qui voulaient faire des vers en cette langue connaissaient déjà par l'usage la quantité, c'est-à-dire la longueur ou la brièveté des syllabes. Aujourd'hui même, il ne faut pas mettre sur le compte de la poésie latine la peine d'apprendre cette quantité. On doit la savoir pour être capable de bien parler latin, comme on doit savoir la quantité de syllabes de sa langue naturelle pour la bien parler. Dès qu'on savait une fois les règles de la poésie latine, rien n'était plus facile que d'arranger les mots, suivant un certain maître dans cette langue où l'on transpose les mots à son gré. La construction de nos vers français est assujettie à 4 règles. Nos vers doivent être composés d'un certain nombre de syllabes suivant l'espèce de vers. Secondement, nos vers de 4, de 5 et de 6 pieds doivent avoir un repos ou une césure. Troisièmement, il faut éviter dans les vers le concours des lettres, voyelles, finales et initiales, lesquelles ne souffrent pas l'élision. Enfin, il faut rimer, mais la rime seule devient, par l'asservissement des phrases françaises à l'ordre naturel des mots, une chaîne aussi gênante pour un poète sensé que toutes les règles de la poésie latine. En effet, nous n'apercevons guère dans les poètes latins les plus médiocres des épithètes, oiseuses et mises en œuvre uniquement pour finir le vers. Mais combien en voyons-nous dans nos meilleures poésies que la seule nécessité de rimer y a introduite? Après cela, que mon lecteur trouve bon que je le renvoie sur la difficulté de rimer à l'épître de Despréaux, adressa au roi Louis XIV sur le passage du Rhin, ainsi qu'à l'épître que le même poète a écrite à Molière. On y verra mieux que je ne pourrais le dire que si la rime est un esclave, et une esclave qui ne doit qu'obéir, il en coûte bien pour ranger cet esclave à son devoir. Nos poètes sont encore chargés du soin d'observer la césure, le nombre des syllabes et d'éviter en composant la rencontre choquante de celles qui s'entreheurtent. Aussi, voyons-nous bien des Français qui composent plus facilement des vers latins que des vers français. Or, moins l'imagination du poète est gênée par le travail mécanique, mieux cette imagination prend l'essor. Moins elle est resserrée, plus il lui reste de liberté pour inventer. Un artisan qui peut manier ses instruments sans peine met une élégance et une propreté dans son exécution que l'artisan, qui n'a point entre ses mains des instruments aussi dociles, ne saurait mettre dans la sienne. Ainsi, les écrivains latins, et particulièrement les poètes latins qui n'ont pas été gênés autant que les nôtres, ont pu tirer de leur langue des agréments et des beautés qu'il est presque impossible aux nôtres de tirer de la langue française. Les latins ont pu, par exemple, parvenir à faire de ces phrases, que j'appellerai ici des phrases imitatives, et il est des phrases imitatives ainsi qu'il est des mots imitatifs. L'homme qui manque de mots pour exprimer quelque bruit extraordinaire, ou pour rendre à son gré le sentiment dont il est touché, a recours naturellement à l'expédient de contrefaire ce même bruit et de marquer ses sentiments par des sons inarticulés. Nous sommes portés par un mouvement naturel à dépeindre par ces sons inarticulés le fracas d'une maison, aura fait en tombant, le bruit confus d'une assemblée tumultueuse, la contenance et le discours d'un homme transporté de colère et plusieurs autres choses. L'instinct nous porte à suppléer par ces sons inarticulés à la stérilité de notre langue ou bien à la lenteur de notre imagination. Ceux qui ont élevé des enfants savent combien il faut de soin pour les corriger du penchant qu'ils ont à se servir de ces sons inarticulés dont nous regardons l'usage comme une mauvaise habitude. Les hommes en qui la nature n'a point été redressée, les sauvages et le bas peuple se servent fréquemment durant toute leur vie de ces sons inarticulés. J'appellerai donc des phrases imitatives celles qui font dans la prononciation un bruit, lequel imite en quelque manière le bruit inarticulé dont nous nous servirions par instinct naturel pour donner l'idée de la chose que la phrase exprime avec des mots articulés. Les auteurs latins sont remplis de ces phrases imitatives qui ont été admirées et citées avec éloge par les écrivains du bon temps. Elles ont été louées par les Romains du temps d'Auguste qui étaient juges compétents de ces beautés. Tel est le vers de Virgile qui dépeint Polyphème. Un monstre effroyable, difforme, démesuré, à qui l'on a ôté la lumière. Ce vers, prononcé en supprimant les syllabes qui font élision et en faisant sonner le « lu » comme les Romains le faisaient sonner, devient pour ainsi parler un vers monstrueux. Tel est encore le vers où Perse parle d'un homme qui nasille et qu'on ne saurait aussi prononcer qu'en nasillant. Débitant en bégayant et nasillant une petite œuvre faisandée.
Le changement arrivé dans la prononciation du latin nous a voilé, suivant les apparences, une partie de ses beautés, mais il ne nous les a point cachées toutes. Nos poètes, qui ont voulu enrichir leurs vers de ces phrases imitatives, n'ont pas réussi au goût des Français comme ces poètes latins réussissaient au goût des Romains. Nous rions du vers ou du Bartas dit, en décrivant un coursier, le chant plat, bas, à bas. Nous ne traitons pas plus sérieusement les vers où Ronsard décrit en phrases imitatives le vol de l'alouette. Elle, guindée du zéphyr sublime en l'air vire et revire, et y déclique un joli cri qui rit, guérit et tire lire des esprits mieux que je n'écris. Pasquier rapporte plusieurs autres phrases imitatives des poètes français dans le chapitre de ses recherches, où il veut prouver que notre langue française n'est pas moins capable que la latine de beaux traits poétiques. Mais les exemples que Pasquier rapporte réfutent sa proposition. En effet, parce qu'on aura introduit quelques phrases imitatives dans des vers, il ne s'ensuit pas que ces vers soient bons. Il faut que ces phrases imitatives y aient été introduites sans préjudicier au sens et à la construction grammaticale. Or, il ne me souvient que d'un seul morceau de poésie française qui soit de cette espèce et qu'on puisse opposer en quelque façon à tant d'autres vers que les latins de tous les temps ont loués dans les ouvrages des poètes qui avaient écrit en langue vulgaire. C'est la description d'un assaut qui se trouve dans l'Ode de Despréaux sur la prise de Namur. Le poète y dépeint en phrases imitatives et en vers élégants le soldat qui gravit contre une brèche et qui veut sur les monceaux de piques, de corps morts, de rocs, de briques, s'ouvrir un large chemin. Je demande pardon à ceux de nos poètes qui peuvent avoir composé dans ce goût-là, avec autant de succès que Despréaux, de ne les point citer, c'est que je ne connais pas leurs vers. Non seulement la langue française n'est pas aussi susceptible de ces beautés que la langue latine, mais il se trouve encore que nous n'avons pas étudié autant que les Romains l'avaient fait la valeur des sons, la combinaison des syllabes, l'arrangement des mots propres à produire certains effets, ni le rythme qui peut résulter de la composition des phrases. Ceux de nos écrivains qui voudraient tenter de faire quelque chose d'approchant de ce que faisaient les latins ne seraient point aidés par aucune recherche méthodique déjà faite sur cette matière. Leur unique ressource serait de consulter l'oreille, mais la meilleure oreille ne suffit pas toujours, principalement lorsque, pour parler ainsi, on ne l'a point cultivée. Pour réussir certainement dans ces tentatives, il faudrait avoir des règles établies, qu'on pût consulter dans la chaleur de la composition, ou du moins il faudrait avoir fait d'avance plusieurs réflexions en conséquence desquelles on eût établi quelques maximes. Les anciens avaient cultivé avec soin leur terrain, ils étaient encouragés par sa fertilité. Ceux qui seront curieux de voir dans quel détail les anciens étaient entrés sur cette matière et jusqu'à quel point ils avaient porté leur vue peuvent lire le 4e chapitre du 9e livre de Quintilien, l'orateur de Cicéron, et ce que Longin a écrit du choix des mots, du rythme et du mètre dans son traité du sublime et dans ses prolégomènes sur l'Enchiridion d'Éphésion. Ma 4e raison pour prouver que la mécanique de la poésie s'aide mieux de la langue latine que de la langue française, c'est que les beautés qui résultent de la simple observation des règles de la poésie latine sont plus grandes que les beautés qui résultent de l'observation des règles de la poésie française. L'observation des règles de la poésie latine introduit nécessairement le rythme dans les vers composés suivant les règles de cette poésie. La suite des syllabes longues et brèves, entremêlées diversement suivant la proportion prescrite par l'art, amène toujours dans les vers latins une cadence telle que l'espèce dont sont les vers la demande. Les règles de la poésie latine ne sont autre chose que les observations et la pratique des meilleurs poètes latins sur l'arrangement des syllabes, laquelle est nécessaire pour produire le rythme, réduite en préceptes et puis en méthode. Ces règles, il est vrai, ne prescrivent pas quel doit être le son de chaque syllabe, elles se contentent de déterminer le nombre arithmétique des syllabes qui doivent entrer dans chaque espèce de vers et de marquer lesquelles de ces syllabes doivent être brèves et où l'on peut mettre ou de longues ou des brèves. Elles disent bien, par exemple, que les 2 dernières syllabes d'un vers hexamètre doivent être longues, mais elles ne disent pas quel doit être le son de ces 2 dernières syllabes. Ainsi, les règles de la poésie latine n'introduisent pas dans les vers latins l'harmonie, qui n'est autre chose qu'un mélange agréable de différents sons. C'était à l'oreille du poète à chercher quel était le mélange de ces sons le plus propre à produire une harmonie agréable,
et convenable au sens des vers. Voilà pourquoi les vers de Properce, qui n'avaient pas l'oreille aussi délicate que Tibulle, pour bien juger du mélange des sons, sont moins harmonieux que ceux de Tibulle, dans la prononciation desquels on trouve une suavité singulière. Quant à la différence qui est entre la cadence des vers et l'égiaque de ces auteurs, elle vient de l'affectation de Properce à imiter la cadence des vers pentamètres grecs, et il ne faut pas la confondre avec la différence qui est entre l'harmonie de ces deux poètes. Mais à la chute près, leurs vers ont, pour parler ainsi, la même démarche, quoique ceux de Properce ne cheminent pas d'aussi bonne grâce que ceux de Tibulle. Or, c'est dire beaucoup à la louange des règles de la poésie latine que de soutenir qu'elles sont la moitié et plus de l'ouvrage, et que l'oreille du poète n'y est chargée que d'un soin, c'est à savoir du soin de rendre les vers mélodieux par un heureux mélange du son des syllabes dont ils sont composés.